Bonjour à toutes et à tous. J'ai bugué. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans une vidéo de la série 5 minutes, une question, on va parler ensemble de la déclaration des droits et des revenus quand on est auteur. Il faut savoir qu'en janvier 2020, il y a eu une grosse réforme sur le statut d'artiste-auteur et que du coup, ça a changé pas mal de choses. La vie, les aléas, le coronavirus, tout ça a fait que moi je suis un peu passée à côté de l'info. En plus, mes revenus à moi sont déclarés avec ma société que j'ai par ailleurs. Et du coup, c'est vrai que je ne me suis pas forcément trop posée sur la question. Mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de changements et je trouvais que c'était quand même important d'en parler avec vous, surtout si vous êtes passé un petit peu à côté, parce qu'il y a pas mal de choses qui pourraient vous avantager si vous changez de statut ou si vous modifiez un peu vos habitudes. Donc on en parle ensemble rapidement et concrètement et facilement. Ouais, ça fait beaucoup de promesses. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant cette réforme, on avait en gros 2 systèmes de rémunération quand on était auteur et 3 systèmes de protection sociale. Donc on avait 2 systèmes de rémunération qui étaient soit les droits d'auteur, ça c'est quand on était édité par une maison d'édition qui allait verser des droits d'auteur. L'avantage c'est que c'était la maison d'édition qui donnait l'argent et qui déclarait ça aux impôts, et nous en tant qu'auteur on avait juste à déclarer cette somme aux impôts à la fin du truc. En général, avec les impôts qui sont au courant maintenant, totalement digitalisés et tout, en fait, il n'y avait presque rien à faire et c'était automatique. Et l'avantage, c'est que les impôts étaient très faibles sur les droits d'auteur, donc c'était plutôt intéressant fiscalement. La deuxième haute moyen de rémunération, c'était tout ce qui était micro-entreprise, puisqu'en fait, quand on gagnait de l'argent autrement que par une maison d'édition, donc par exemple pour toutes les personnes qui étaient auto-éditées, pour toutes les personnes qui faisaient des ateliers d'écriture, des signatures, des ventes de livres directs, tout ça c'était pas forcément passable en droit d'auteur classique, et du coup il fallait passer par le statut de micro-entrepreneur. Donc il y avait beaucoup d'auteurs comme ça auto-édités qui étaient micro-entrepreneurs pour déclarer leurs revenus, et donc ça demandait pas mal de démarches. J'ai fait pas mal d'articles sur mon blog à ce propos-là, donc vous pouvez les retrouver, mais du coup c'est encore le statut de beaucoup d'auteurs auto-édités à l'heure actuelle. Et du coup ça veut dire que pour pouvoir gagner de l'argent en tant qu'auteur auto-édité, il fallait déclarer, il fallait créer un statut et il fallait vraiment devenir entrepreneur. Donc tout ça a pas mal changé, on va le voir juste après. Au niveau de la sécurité maintenant, de la sécurité sociale, avant on avait donc 3 finalement protections différentes. On avait la protection qui était donnée par l'AGESA, donc ça c'est quand on était payé en droit d'auteur à partir d'un certain palier, on passait par la sécurité sociale finalement des auteurs, l'AGESA, et donc c'est elle qui s'occupait de faire tout ce qui était les cotisations sociales et tout. On avait tout ce qui était RSI, ça c'était pour les personnes qui étaient en micro-entreprise et qui gagnaient de l'argent via la micro-entreprise et uniquement grâce à la micro-entreprise. Et enfin, on avait tout ce qui était sécurité sociale classique pour toutes les personnes qui avaient un salaire par ailleurs. Voilà. En gros, comment ça se découpait. Et en gros, ce qui se passait souvent, c'est que les personnes qui avaient plusieurs statuts se retrouvaient à payer d'un côté, payer de l'autre, avoir des aides d'un côté, de l'autre, parfois pas d'aide. Et du coup, en gros, on remarque qu'avec le système d'avant, on était vraiment encore sur l'ancien système, avec pas mal d'avantages pour les auteurs qui étaient édités en maison d'édition, mais finalement un certain flou concernant tous ceux qui étaient encore en micro-entreprise et tous ceux qui étaient auto-édités. En fait, l'auto-édition n'avait pas encore été reconnue et du coup, c'est là où ça posait un peu problème. Et du coup, avec la réforme de janvier 2020, l'État est venu un peu tirer un trait sur tout ça, essayer de mettre à plat tout ça. Donc vous allez voir, il y a des limites, mais au moins, c'est un peu plus clair. Donc c'est parti pour les effets de la réforme 2020. Donc, au niveau de la réforme, le premier avantage de cette réforme, c'est que honnêtement, le statut d'auteur-artiste a été hyper clarifié. Aujourd'hui, vous avez une liste de l'ensemble des activités qui sont considérées comme étant artiste-auteur. Je dis toujours artiste-auteur, tout simplement parce qu'il y a aussi tout ce qui est artiste-interprète, mais les artistes-interprètes sont en fait des intermittents du spectacle et du coup ne sont pas du tout concernés par cette réforme. Eux ont leur propre problématique.
En gros, toutes les activités des artistes-auteurs ont été précisées. Je vous mets ça bloup par ici. Et ensuite, toutes les missions qui sont entendues comme étant des missions classiques des artistes-auteurs ont aussi été précisées. Ça aussi, je vous le mets bloup par ici. Et du coup, ça a vraiment simplifié la vie puisqu'en fait, aujourd'hui, on estime que quelqu'un qui va faire un crowdfunding, par exemple, est quand même un artiste. Quelqu'un qui fait un atelier d'écriture est un artiste. Quelqu'un qui... en gros, toutes ces activités qui avant étaient un petit peu... on savait pas trop où les mettre. Aujourd'hui, on estime qu'un artiste doit faire toutes ces choses-là et du coup, ça devient beaucoup plus clair. Deuxième grosse modification, c'est que maintenant, vous pouvez être artiste à partir du premier euro encaissé en tant que ces missions que je viens de vous donner. Avant, pour appartenir à l'AGESA ou à la Maison des artistes, il fallait avoir un palier de revenus. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas en fait. À partir du premier euro encaissé, vous allez pouvoir vous déclarer auprès de l'État comme étant artiste-auteur. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça part du principe que peuvent être artistes-auteurs des personnes qui gagnent 3 euros comme des personnes qui en gagnent 3000 euros. Et c'est beaucoup plus honnête par rapport au statut puisqu'on l'a déjà vu. Mais quand on est auteur, on gagne pas forcément des 1000 et des 100. Et du coup, c'était un petit peu hypocrite que de dire que seules certaines personnes étaient reconnues comme. Donc voilà, faut voir un petit peu comment ça va s'appliquer, comment ça va se réverbérer en vrai. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous déclarer comme artiste-auteur à partir du premier euro encaissé. Et enfin, la réforme de janvier 2020 a aussi supprimé tout ce qui est AGESA. Enfin, c'est pas qu'elle l'a supprimé, mais elle a supprimé le rôle de l'AGESA et de la Maison des artistes. Toutes ces deux choses ont été rassemblées pour créer la sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, ouais, si ça a été supprimé, en fait, on peut le dire comme ça. Et en gros, l'idée, c'est que c'est vos référents sur toutes ces questions qui vont être liées à votre activité. À savoir quand même, ce n'est pas parce que c'est vos référents que c'est eux qui vont récupérer tout ça. Vous allez quand même avoir en gros 4 interlocuteurs qui sont URSAF Limousin. Pourquoi Limousin ? Parce qu'en gros, c'est eux qui s'occupaient des artistes auparavant. Donc en fait, ils l'ont gardé. Donc quelle que soit votre région d'appartenance, que vous soyez dans les DOM-TOM, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Nice, vous êtes rattaché à l'URSAF Limousin quand vous devenez artiste-auteur. Vous allez être attaché à tout ce qui va être la sécurité sociale pour tout ce qui va être vos cotisations de sécurité sociale. Vous allez être attaché aux caisses de retraite pour tout ce qui va être la partie retraite. Et vous allez être rattaché à tout ce qui est donc CAF, truc des allocations familiales pour ce qui touche ces questions-là. Donc ça ne change pas vraiment et on va le voir après concrètement. Il y a finalement quelques petites choses qui changent mais pas tout suite à cette réforme. Cette réforme, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Je vais prendre donc les 3 cas assez classiques qui sont vous êtes un auteur édité, vous êtes un auteur auto-édité ou vous êtes un auteur hybride, puisque c'est un peu les 3 cas qui existent. Donc, vous êtes un auteur édité. En vrai, ça ne change pas grand-chose. Votre maison d'édition va continuer à vous payer en droit d'auteur et à la fin de l'année, donc maintenant en gros, vous allez pouvoir créer un compte sur le site de l'URSSAF artiste-auteur et déclarer cet argent gagné en droit d'auteur comme étant des revenus liés à l'écriture, liés à l'artisterie. Non, ça n'existe pas. Bref, vous allez pouvoir vous déclarer dans cette case-là pour payer moins d'impôts et pour tout simplement vous déclarer en tant qu'artiste-auteur. Donc, pas de gros changements sur ce terrain-là. Mais par contre, gros changement, si jusqu'ici vous n'étiez pas finalement dans le bon palier, maintenant, comme je vous disais, vous êtes, quels que soient vos revenus, vous allez être attaché à cette case, alors qu'avant c'était peut-être pas possible pour vous. Deuxième point, vous êtes artiste auto-édité. Donc jusqu'à présent, vous aviez peut-être une micro-entreprise et vous gagnez de l'argent comme ça. À partir de maintenant, vous pouvez soit supprimer ce statut de micro-entreprise, soit ouvrir un nouveau statut, qui est le statut donc d'artiste-auteur, et déclarer, là encore, en fin d'année, à l'État que vous avez gagné tant et tant en tant qu'artiste-auteur. Ça a quand même des gros avantages. Moi, je vous recommande de regarder, parce que du coup, en tant qu'artiste-auteur, vous allez voir, vous avez beaucoup moins de charges.
vous avez des cotisations sociales plus intéressantes, vous avez une protection sociale qui est quand même beaucoup plus intéressante. Donc moi je vous recommande vraiment, si vous avez une majorité de revenus qui vous viennent de l'écriture et de votre activité, de regarder un petit peu ce statut d'artiste-auteur parce qu'il est quand même vachement plus intéressant que la micro-entreprise. En sachant donc le cas échéant que vous pouvez cumuler micro-entreprise et statut d'artiste-auteur. Ça c'est un truc que j'ai vérifié parce que du coup on m'a posé la question pas plus tard qu'hier sur Instagram et effectivement vous pouvez cumuler ces deux statuts et ça notamment si vous avez des activités qui ne rentrent pas dans le statut artiste-auteur. Vous pouvez donc cumuler les deux et moi je vous le recommande grandement puisque bah voilà, il y a plein d'avantages à le faire. Troisième cas, vous allez être donc hybride, donc vous allez gagner parfois de l'argent via votre statut d'auteur, via des maisons d'édition, et d'autre part vous allez gagner de l'argent par des livres que vous avez auto-édités. Dans ce cas-là, effectivement, pareil, ça va pas forcément changer grand-chose dans le sens où vous allez quand même conserver vos deux fonctionnements, vos deux façons de faire marcher. Le seul avantage, c'est que maintenant vous n'avez plus qu'un seul statut reconnu par l'État, et ça c'est quand même un peu plus pratique pour vous y retrouver, pour retrouver vos petits. Et on va conclure cette vidéo comme ça. Cette réforme, elle a l'avantage de nettoyer un petit peu, de prendre en compte l'auto-édition, qui n'était pas fait du tout avant, donc ça c'est quand même vraiment bien, puisque on voit que voilà, les choses avancent et qu'on comprend mieux ce qui se passe dans l'édition à l'heure actuelle. Ceci dit, ça reste quand même très compliqué et on voit que en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, on reste un statut différent des autres. Et ça, c'est pas nouveau. Et du coup, ça amène des modifications, ça amène de l'administratif complémentaire. Et ça, il faut le prendre en compte quand on décide de s'éditer ou de s'auto-éditer. Parce que oui, clairement, c'est un statut différent du reste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est si vous avez des questions complémentaires liées à tout ça, n'hésitez pas à mettre ça, pouf, en commentaire. Moi de toute façon, je vais aussi vous remettre dans la barre de description l'article détaillé que j'ai fait sur le sujet. Je vais vous remettre aussi tous les liens des organismes, des trucs comme ça dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et puis on a duré un tout petit peu plus longtemps que les 5 minutes prévues, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!